Alors, nous allons commencer, si vous voulez bien. J'aimerais vous remercier comme à chaque fois de votre présence, qui est fort utile pour le développement de ce séminaire. Le micro n'est pas branché. Georges? Georges? Une aide? Ah, voilà. Voilà, le micro est branché. Alors, nous allons commencer, si vous voulez bien. Donc, je tiens à vous remercier à nouveau, comme à chaque fois, de votre présence qui participe au développement de ce séminaire. Avant de faire une très brève présentation du conférencier qui nous fait l'honneur de venir aujourd'hui, Daniel Wildocher, que vous connaissez parfaitement, je vais vous donner deux petites informations. La première, c'est que vous avez bien sûr pris, nous l'avons photocopié, parce qu'il est difficilement trouvable, le texte qu'il convient de lire pour la prochaine séance, le texte que Régine Weintrater souhaite que vous lisiez et qui est cette fameuse lettre de Robert Antelme à son cher Dionys. Et nous reparlerons donc la prochaine fois de la Shoah. La fois d'après, après Edgar Poe, nous parlerons de Charles Baudelaire avec Bernard Brusset. Sur le papier introductif, il n'y avait pas suffisamment de précision, donc ceux qui sont intéressés à venir entendre Bernard Brusset sur Baudelaire, Monsieur Brusset vous demande de lire, c'est très court par rapport à ce qui vous attend après, c'est-à-dire toute la recherche avec Proust. C'est extrêmement court puisque c'est trois poèmes qui sont intitulés, le premier Le Chat, le second Les Chats, deux poèmes, et qui sont publiés donc dans toutes les, chez Garnier Farmarion, 10-18, dans toutes les éditions pour Baudelaire, mais aussi dans la Pléiade, bien sûr. Le Chat, Les Chats. Et il vous demande de lire en exergue un texte psychanalytique, celui de Donald Winnicott, l'utilisation de l'objet et le mode de relation à l'objet au travers des identifications d'enjeux et réalité. Voilà. L'utilisation de l'objet et le mode de relation à l'objet au travers des identifications d'enjeux et réalité. Alors, une très très brève présentation. Je suppose que tout le monde connaît Daniel Wildocher, qui nous fait l'honneur, l'amitié de venir parler d'Edgar Poe, parler des transmissions de pensée, des co-pensées. Un honneur très important, entre autres aussi parce que nous imaginons que Daniel Wildocher est très occupé depuis qu'il est président de l'IPA. Daniel Wildocher a été président de l'APF, ça je ne crois pas me tromper. Il a été aussi vice-président déjà de l'IPA et secrétaire général du temps de Lebovici, et il est depuis peu, à la suite de Kernberg, président de l'IPA. Daniel Wildocher est aussi professeur de psychiatrie. Il n'y a pas si longtemps, professeur de psychiatrie à la Salpêtrière, où moi j'ai pu le rencontrer quand j'étais interne, il y a déjà 10 ans déjà. Et juste une petite anecdote, quand nous étions internes et que nous arrivions chez Wildocher, nous avions vraiment le sentiment d'arriver chez Charcot, avec l'idée que nous allions savoir comment on traitait les hystériques, et nous n'avons pas été déçus parce que il y avait tout un rituel. Comme on présente les anorexiques à Philippe Jalmet, on présente les hystériques à Daniel Wildocher avec tout un rituel de préparation très important. Celle qui était résistante, on annonçait la venue de Daniel Wildocher longtemps en avance, etc., etc. Et ce qui nous frappait, c'est parce que c'était pas facile, hein, c'était les présentations de cas aussi. C'était pas commode de présenter une patiente, en particulier hystérique, à Daniel Wildocher, parce qu'il y avait une rigueur méthodologique absolument impressionnante, qui était alliée aussi à une fonction poétique qui se développait là, comme ça, par intermittence, mais avec une rigueur méthodologique implacable. Donc il fallait faire comme lui, si je puis dire, co-penser comme lui, allier les deux méthodes, flotter et être rigoureux, ces deux méthodes pouvant nourrir la théorie. C'est ce que m'inspire en particulier ces textes. Alors, il est l'auteur de plusieurs livres. Je vais citer seulement ceux qui me semblent pouvoir être référés au thème de ce soir, parce qu'il y a dans les livres et dans les articles, en particulier ceux publiés dans la Revue française de psychanalyse, un thème qui est central, c'est cette passion que peut avoir Daniel Wildocher pour la chose psychanalytique, l'intersubjectivité, l'écoute psychanalytique, le silence psychanalytique, et essayer de comprendre comment ça fonctionne, y compris
écrit en décrivant des mécanismes cognitifs. Enfin, c'est une description cognitive attenant aux mécanismes psychiques en jeu dans la relation analytique. Alors il y a Freud et le problème du changement au PUF, il y a métapsychologie du sens, la positivité de l'inconscient, les nouvelles cartes de la psychanalyse chez Odile Jacob, où il y a un paragraphe consacré au thème de la copensée, et même le fameux traité de psychopathologie qui est un traité tout à fait à part. C'est pas un traité de psychopathologie classique comme on l'attend, c'est un traité qui fait beaucoup de ponts entre plusieurs disciplines. C'est d'ailleurs ce qui était le cas aussi lorsque Daniel Vildochet avec d'autres avait fondé la revue internationale de psychopathologie, où des ponts entre la neurobiologie, les cognitions et la psychanalyse étaient fréquents dans les textes. Parmi les textes quand même publiés entre autres dans la revue française de psychanalyse autour de la chose psychanalytique, les cours psychanalytiques, je vous signale deux, trois qui m'ont beaucoup plu, moi, et qui notent comme ça avec une très grande discrétion des références littéraires ou des références musicales ou picturales. En dehors d'un texte sur Proust, il y a d'autres textes où sont évoqués comme ça, Borges par exemple, avec les ruines circulaires qui sont une métaphore de la relation analyste-analysant, comment rêver l'autre. Poe, bien sûr, qui est dans un texte de la revue française de psychanalyse qui s'appelle Pour une métapsychologie de l'écoute psychanalytique, mais aussi, je disais, en dehors des écrivains, puisque nous nous sommes intéressés cette année à la peinture, un très joli texte sur Giovanni Segantini, ce peintre peu connu, mais dont on connaît le tableau principe, si je puis dire, qui montre, je ne sais pas si vous le voyez, cette femme et ce bébé accroché à un arbre, et ce bébé qui a l'air de téter le sein de la mélancolie. Et puis aussi la musique, avec un très joli texte aussi, à partir de Gustave Mahler et des enfants morts. Bref, ces annotations littéraires, picturales, musicales, et la connaissance aussi que nous avons de son enseignement clinique, de sa pédagogie, nous a bien sûr amené à l'inviter. Nous sommes vraiment très honorés qu'il soit avec nous aujourd'hui pour nous parler d'Edgar Poe. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs. Merci à vous, chez Marcos. Je vais essayer d'être à la hauteur, puisque vous faites référence à toute une série de textes où j'ai essayé de penser effectivement la psychanalyse à la lumière d'œuvres de création artistique, plutôt que d'étudier les créations artistiques à la lumière de la psychanalyse. En guise d'introduction, je vais vous lire deux, trois petits textes. L'un, c'est d'Edgar Poe, mais d'un texte qu'on connaît peu, je crois, qui est pourtant une des nouvelles traduites par Baudelaire dans les histoires extraordinaires, c'est La Révélation magnétique. Bien que les ténèbres du doute enveloppent encore toute la théorie positive du magnétisme, ces foudroyants effets sont maintenant presque universellement admis. Ceux qui doutent de ces effets sont de purs douteurs de profession, une impuissante et peu honorable caste. Ce serait absolument perdre son temps aujourd'hui que de s'amuser à prouver que l'homme, par un pur exercice de sa volonté, peut impressionner suffisamment son semblable pour le jeter dans une condition anormale dont les phénomènes ressemblent littéralement à ceux de la mort. Et j'arrête là la citation. La nouvelle d'ailleurs va être celle d'un dialogue entre le narrateur, qui est un hypnotiseur, et un patient qu'il plonge dans un état de somnambulisme jusqu'au moment où ce patient continue de lui expliquer l'expérience qu'il est en train de vivre, alors même que l'hypnotiseur va s'apercevoir qu'il est mort depuis un certain temps. Donc il va dialoguer à travers l'hypnose avec le mort. Mais ce n'est pas cette nouvelle-là que nous allons reprendre ce soir. Mais avant de venir à la nouvelle, je voudrais tout de suite, pour les mettre en parallèle, citer simplement deux courts passages de la 30e conférence, on y reviendra, de Freud dans les nouvelles conférences, qui est, vous le savez, consacrée au rêve et l'occultisme. Et je cite deux très courts passages. L'occultisme affirme l'existence réelle de ces choses. Alors ça, c'est une citation, vous l'avez trouvée de qui c'est, bien entendu, de ces choses entre ciel et terre dont notre sagesse scolaire n'ose même pas rêver.
Eh bien, nous ne voulons pas rester prisonniers d'une pusillanimité scolaire. Nous sommes prêts à croire ce qu'on nous rendra crédibles. Nous nous proposons de procéder avec ces choses comme avec tout autre matériel de la science, d'établir tout d'abord si de tels processus sont réellement démontrables, et ensuite, mais seulement ensuite, si leur caractère effectif ne peut être mis en doute, de nous efforcer de les expliquer. Et à la fin de ce chapitre, une phrase qui, à mon avis, met le sens sur tout ce que je essaierai de dire aujourd'hui, qui est une définition de ce qu'il appelle le processus télépathique. Le processus télépathique consisterait en effet en ce qu'un acte psychique d'une certaine personne suscite le même acte psychique chez une autre personne. C'est bien ça le nœud, si je puis dire, de ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, pour entrer dans la question, je vais donc reprendre ce texte que, en effet, vous vous rappelez que je l'avais déjà utilisé dans un de mes articles, qui est un des passages de cette nouvelle, qui alors, elle est très connue, je pense que vous l'avez relue avec plaisir, qui est Le double assassinat dans la rue Morgue. Vous savez que cette nouvelle comporte 3 parties. Dans une première, un peu pédante, un peu ennuyeuse à la première lecture, mais qui est en fait fort intéressante, il expose ce qu'il appelle la méthode analytique. Nous y reviendrons. Dans une deuxième partie, il conte une aventure, une fiction bien entendu, entre Dupin, cet homme, enfin, on y reviendra également, doté d'une acuité d'attention extrême, et le narrateur, et qui sera en somme, sans que ce soit dit là, un phénomène qu'on pourrait qualifier de télépathique, mais dont on va expliquer le mécanisme, et puis la troisième partie qui est la nouvelle elle-même, celle qui a donné matière, celle qui a donné naissance au titre même de la nouvelle, et qui est, vous le savez, je la rappelle en 2 mots simplement, cette dramatique histoire de ces 2 dames qui se sont retrouvées, ou exactement que l'on entend alors qu'elles sont en train de se faire assassiner. Et c'est l'enquête que Dupin, précisément, va mener avec le narrateur dans une espèce de couple qui ressemble beaucoup, et j'y reviendrai d'ailleurs, parce qu'il y a une grande parenté qui va plus loin qu'on peut voir en premier abord, avec Sherlock Holmes et le docteur Watson, n'est-ce pas? Tout à fait. Il y a celui qui croit tout voir et qui voit rien, et puis il y a celui qui regarde et qui voit ce qu'il y a à voir. Donc, dans cette troisième partie, nous avons l'élucidation de ce drame, ce que je reviendrai ensuite, je reviendrai sur, bien entendu, le dialogue télépathique de la première partie. Mais d'abord, la définition de l'analyse. En effet, c'est intéressant, ce premier texte. Je vous le rappelle en quelques mots. Qu'est-ce qu'il appelle l'analyse? Eh bien, l'analyse, il en donne la définition suivante, ou exactement, il l'introduit de la manière suivante, et c'est le début d'ailleurs de la nouvelle, je vous rappelle, les facultés de l'esprit qu'on définit par le terme analytique sont en elles-mêmes fort peu susceptibles d'analyse. Bon, nous voilà déjà édifiés, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on puisse y voir clair. Nous ne les apprécions que par leurs résultats. Ce que nous en savons, entre autres choses, c'est qu'elles sont pour celui qui les possède à un degré extraordinaire une source de jouissance des plus vives. Bon, bien, mais ceci ne nous éclaire pas quand même sur ce qu'il entend. Alors, c'est à travers des images et à travers les jeux qu'il va essayer de nous faire sentir ce qu'est pour lui l'analyse. Et il va donner l'exemple suivant, n'est-ce pas? Supposons un jeu, ou une sorte de jeu de dames, où il y aurait sur l'échiquier, sur le tableau, 4 dames. Et au fond, qui pourrait gagner? Qui est celui qui aurait l'avantage sur l'autre? Et il dit, au fond, ce ne seront pas les connaissances stratégiques, ce n'est pas la capacité d'élaborer un plan qui va donner le succès, c'est celui qui va essayer de regarder ce que l'autre fait. Privé des ressources ordinaires, l'analyste entre dans l'esprit de son adversaire, s'identifie avec lui, et souvent découvre d'un seul coup d'œil l'unique moyen, un moyen quelquefois absurdement simple, de l'attirer dans une faute ou de le précipiter dans un faux calcul. Autrement dit, l'analyste, c'est celui qui sait voir ce que l'autre fait.
ou ce que l'autre va faire, et ainsi de triompher en quelque sorte du jeu de l'autre, de l'adversaire. Alors, il va en donner une très belle illustration assez longue avec le whist, ancien bridge, où il va montrer, alors il va décrire, n'est-ce pas, toute la manière dont l'analyste, en quelque sorte, va non seulement connaître la stratégie du jeu, l'art de bien jouer, mais surtout va regarder les joueurs et, en somme, voilà, n'est-ce pas, au-delà de la règle, que le talent, c'est au-delà de la règle que le talent de l'analyste se manifeste. Il fait en silence une foule d'observations et de déductions. Ses partenaires en font peut-être autant. Et la différence d'étendue dans les renseignements ainsi acquis ne gît pas tant, voyez encore, il revient là-dessus, dans la validité de la déduction que dans la qualité de l'observation. Autrement dit, l'analyste est celui qui sait voir et qui sait observer. Il sait observer, et alors là on peut le dire tout de suite, qu'est-ce qu'il sait observer? Il sait saisir la totalité du contexte et il sait observer le détail à l'intérieur de cette totalité. Et le résultat, c'est que quand il aura tout vu, la manière de ramasser les plis, les mimiques des joueurs, la parole, la manière dont ils annoncent les annonces précisément, etc., tout ça lui donnera tout d'un coup une connaissance absolue du jeu, et quand les 2 ou 3 premiers tours ont été faits, il possède à fond le jeu qui est dans chaque main, et peut dès lors jouer ses cartes en parfaite connaissance de cause, comme si tous les autres joueurs avaient retourné les leurs. Il joue un jeu ouvert. Alors, je crois que ces notations sont intéressantes parce qu'elles montrent d'emblée un lien entre une sorte de capacité attentionnelle et en quelque sorte une expérience de déchiffrement de l'autre, n'est-ce pas? C'est pas seulement faire attention aux indices, c'est aussi faire attention, comprendre qui est l'autre. Alors si on relit ça maintenant dans la partie, je dirais, policière de la nouvelle, c'est-à-dire le double assassinat du Morgue, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au fond, il y a toute une série d'informations qui nous sont données, et de ce point de vue-là, on est vraiment dans un modèle qui va être celui de Sherlock Holmes, n'est-ce pas, de Conan Doyle. On nous montre, on nous donne tous les éléments d'information, et au fond de tout grand roman policier, ce sera toujours là. On nous donne toutes les informations nécessaires, on nous donne même les indices, mais ce qu'on ne nous donne pas, c'est cette capacité à repérer ce qui n'est pas vu. C'est-à-dire que dans l'histoire du double assassinat, moi, je n'ai pas été très sensible, d'ailleurs, je ne comprends rien à toute cette histoire de fenêtres qui s'ouvrent, de paratonnerres, de trucs. Ça finit par être lassant. Enfin, on comprend que Dupin a compris que celui qui montait ou descendait était quelqu'un qui avait une morphologie qui lui fait voir que tout d'un coup, mais c'est un orang-outan, alors même, et qu'à ce moment-là seulement, il découvre qu'on a perdu un orang-outan quelque part dans Bois de Boulogne, c'est-à-dire qu'il a découvert en quelque sorte la morphologie un peu bizarre, effectivement, de cet assassin, uniquement sur des indices observés là. Ce qui, je crois, m'amuse plus, c'est la deuxième série d'indices dont il sert, c'est les problèmes de la voix. Car, si vous pensez à l'histoire, vous voyez que tous les témoins arrivent les uns après les autres, ils sont montés, ils entendent les cris des femmes qu'on égorge, ils grimpent, n'est-ce pas, par l'escalier, ils sont à la porte, ils essayent d'entrer, ils peuvent pas entrer, ils entendent des voix. Ils entendent une voix grave, qui parle français, ils ont même les mots, on les a retenus, je ne l'ai plus en tête, les mots, mon Dieu, quelque chose comme ça. Et puis il y a une autre voix, aiguë, et tous les témoins l'ont entendu, cette voix aiguë. Et puis ils disent, bah oui, ça ressemble, je sais pas, ça ressemble un peu à de l'italien, l'autre dit non, moi ça me fait penser à de l'anglais, enfin, ils me disent, ils ne se parlent pas les uns aux autres, mais on a comme ça une série de témoignages. Et c'est Dupin qui va dire, mais ce qui est frappant, c'est que tous ont donné une langue qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire qu'au fond, la langue parlée est une langue qui est incompréhensible par tous les témoins, et il l'attribue en quelque sorte à une langue dont ils ignorent l'existence. Alors là aussi, ceci va l'amener à l'idée qu'il s'agit là d'un grognement en quelque sorte non humain, et les deux choses ensemble, il découvrira l'origine, l'assassin étant par conséquent ce malheureux orang-outan, rendu un peu fou d'ailleurs par toute l'aventure
avec le marin maltais qui en était le propriétaire. Bon, voilà pour l'histoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est au fond l'illustration. Tout le monde avait tous les éléments, tout le monde pouvait les lire, le narrateur les connaît, mais seul Dupin repère des choses qui sont là pourtant et que les autres n'ont pas vues. Autrement dit, d'emblée, on nous souligne à la fois saisir un contexte dans son ensemble, ne rien omettre d'un champ que l'on va en quelque sorte saisir, mais rechercher le détail. Et il va avoir deux mots d'ailleurs dans un moment du texte qui me paraissent importants, la nécessité d'un état, d'une attitude de détachement et aussi d'une capacité de surprise. Et je trouve que les mots de détachement et de surprise, vous voyez bien où nous allons aller tout doucement, dans l'écoute qui est la nôtre, ce sont des mots qui sont, à mon avis, vecteurs d'une grande richesse de suggestions. Ne pas se laisser prendre par la cohérence apparente, ne pas se laisser prendre par les liens, par les évidences des liens, rechercher le détail qui fait problème, et vous connaissez, parce que alors là c'est un monument dans la littérature psychanalytique, l'autre histoire de Dupin, c'est la lettre volée, dont Lacan a fait une étude demeurée célèbre, là aussi, c'est le détail, c'est cette lettre chiffonnée, accrochée dans un espèce de porte-document, n'est-ce pas, comme ça au hasard, qui va être le détail que c'est voir Dupin. Alors, bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, n'est-ce pas? J'avais noté à propos de la voix, n'est-ce pas? Tout ça, on voit bien comment il le dit, n'est-ce pas, dans cet artiste. Permettez-moi d'appeler votre attention, non pas sur les dépositions relatives à ces voix, mais sur ce qu'il y a de particulier dans ces dépositions. Voilà, la notion de la recherche du particulier, de ce qui fait problème. Y avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Bien entendu, le narrateur n'a rien vu, la grosse voix l'a rien vu. Cela constitue l'évidence, mais non la particularité de l'évidence. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est important, c'est de saisir la particularité de l'évidence, c'est de ne pas se laisser prendre à l'évidence. Et là, bien sûr, il va en donner l'explication. Bien. Alors, maintenant, je reviens. Alors, au fond, qu'est-ce que c'est que cette méthode? J'ai cité à plusieurs reprises Sherlock Holmes. Je crois qu'effectivement, il y a entre la méthode analytique de Poe et l'œuvre de Conan Doyle une évidence, une liaison évidente. Ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est un thème qui a occupé le XIXe siècle. N'oublions pas que si Poe n'avait aucune connaissance médicale, il n'en est pas de même, mais il avait des connaissances scientifiques, il s'intéressait au magnétisme, il n'en est pas de même pour Conan Doyle qui était médecin. Et Conan Doyle, on a pu le montrer, était influencé par un anatomopathologiste dont malheureusement je n'ai pas retrouvé l'origine. Cyril Copernic avait écrit un très joli papier là-dessus il y a une vingtaine d'années, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc je vous donne ça de mémoire. Il avait montré que cet anatomopathologiste avait monté une théorie de la clinique. La clinique, la vérité de la clinique, c'est le détail. Le bon médecin, c'est celui qui ne se laisse pas prendre aux évidences, mais qui recherche, je paraphrase Poe, la particularité de l'évidence. Ce qui, justement, ne colle pas avec une certaine cohérence saisie dans un premier temps. C'est la recherche du détail aberrant qui va, en somme, être la clé du diagnostic. Et par conséquent, Sherlock Holmes va appliquer dans le domaine de l'enquête policière une méthode qui est, en somme, une méthode fondée, on pourrait dire, dans une certaine épistémologie de la pratique médicale du milieu du XIXe siècle. On retrouverait d'ailleurs, je l'ai apporté ici, cet rapprochement dans un livre
d'un petit livre mais plein d'esprit qui s'intitule La solution à 7%, je ne sais pas s'il est connu, ça aurait pu être le livre dont on sert, qui a été écrit par un Américain qui s'appelle Nicolas Mayer. C'est le fils d'un psychanalyste new-yorkais. Et la solution à 7%, c'est le Dr Watson qui, en réalité, n'est pas mort, a survécu, et a donc rédigé un énième volume. Et dans ce volume, il raconte une histoire assez étonnante qui est la manière dont Sherlock Holmes s'est retrouvé avec Sigmund Freud, tous les deux, dans une enquête policière. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur veut bien montrer, en quelque sorte, les accointances méthodologiques entre les deux, n'est-ce pas? Et il y a un chapitre qui s'intitule Deux démonstrations, où dans la première, Sherlock Holmes explique comment il est arrivé à repérer Sigmund Freud grâce à un certain nombre d'indices. Il utilise par conséquent sa méthode analytique, on pourrait dire, et où Freud, alors, lui interprète sa cocaïnomanie avec, au fond, sa propre méthode de repérage des détails dans la psychopathologie de Holmes, chacun en quelque sorte se traitant mutuellement à sa manière. Il y a là. Donc par conséquent, on est là dans un univers qui a des espèces de, comme ça, de communautés d'intérêt. Alors je reviens maintenant à la première partie, la première histoire de la nouvelle, c'est-à-dire à cette marche dans la nuit. Je pense que vous l'avez tous en mémoire, mais vous me permettrez d'en relire quelques passages. Vous savez de quoi il s'agit. Ils sont, après donc avoir vu ce que c'était que la faculté de l'analyse, le narrateur va donner un exemple de cela, et c'est cette marche dans la nuit. Une nuit que nous flânions dans une longue rue sale, avoisinant le palais royal. Nous étions plongés chacun dans nos propres pensées, en apparence du moins. Et depuis près d'un quart d'heure, nous n'avions pas soufflé une syllabe. Tout d'un coup, Dupin lâcha ses paroles. C'est un bien petit garçon en vérité, et il serait mieux à sa place au théâtre des variétés. Alors, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, répliquai-je, sans y penser, et sans remarquer d'abord, tant j'étais absorbé, la singulière façon dont l'interrupteur adaptait sa parole à ma propre rêverie. Une minute après, je reviens à moi, et mon étonnement fut profond. Dupin, dis-je très gravement, voilà qui passe mon intelligence, je vous avoue sans embâche que j'en suis stupéfié, et que j'en veux à peine croire mes sens. Comment a-t-il pu se faire que vous ayez deviné que je pensais à... Mais je m'arrêtais pour m'assurer, indubitablement, qu'il avait réellement deviné à qui je pensais. À Chantilly, dit-il. Pourquoi vous interrompre? Vous faisiez en vous-même la remarque que sa petite taille le rendait impropre à la tragédie. C'était précisément ce qui faisait le sujet de ma réflexion. Alors, à partir de là, Dupin a expliqué comment, depuis 15 minutes, en quelque sorte, il peut reconstruire les associations de pensée, en s'appuyant d'ailleurs sur des éléments de l'environnement dans lequel ils sont, n'est-ce pas? C'est le fruitier, répliqua mon ami, qui vous a amené à cette conclusion que le raccommodeur de semelles, c'est un savetier, ce Chantilly qui cherche à jouer les tragédies. Que le raccommodeur de semelles n'était pas de taille à jouer Xerxès et tous les rôles de ce genre. Le fruitier, vous me dites, je connais de fruitier d'aucune espèce. L'homme qui s'est jeté contre vous quand nous sommes entrés dans la rue il y a peut-être un quart d'heure. Je me rappelais alors qu'en effet, un fruitier portant sur un grand panier de pommes m'avait presque jeté par terre par maladresse. Alors, je vais vous expliquer, dit Dupin, et que vous puissiez comprendre tous très clairement, nous allons reprendre la série de vos réflexions depuis le moment dont je vous parle jusqu'à la rencontre du fruitier. Alors, il va marcher en sens rétrograde. Chantilly, Orion, le docteur Nichols, Épicure, la stéréotomie, les pavés, le fruitier. On va reprendre cette chaîne d'association, il va reprendre dans le sens, c'est-à-dire le fruitier. Ensuite, le fait que le narrateur a du mal à marcher glissant sur des pierres branlantes. Vous avez paru vexé, dit-il, grognon, vous avez marmonné quelques paroles, vous vous êtes retourné pour regarder le tas de cailloux qui étaient là, de pierres, puis vous avez continué votre chemin en silence. En silence, puis vos yeux sont restés attachés sur le sol, surveillant avec une espèce d'irritation les trous et les ornières du pavé. Bon. Jusqu'à ce que nous eûmes atteint le petit passage qu'on nomme le passage Lamartine. Les noms sont complètement... Poe ne connaissait pas Paris, il invente là, enfin, bon, le passage Lamartine du côté
côté d'une rue du Palais Royal. Ici, votre physionomie s'est éclaircie. Alors, en voyant quoi? Un système de blocs de pavés en bois. Pavés de bois. Et vous vous avez murmuré le mot stéréotomie, un terme fort prétentieusement utilisé à ce genre de pavage. Alors, à partir de là, il fait remarquer qu'il y a un rapport entre la stéréotomie qui induit à penser aux atomes, puisqu'en somme, on sectionne l'objet, n'est-ce pas? Ça lui fait penser à Épicure. Il suppose que le narrateur a pensé à Épicure. Il l'a vu à ce moment-là regarder le ciel, regardant la nébuleuse d'Orion. Et à ce moment-là, alors, il a pensé que il y avait un vers, n'est-ce pas, qui permettait de rattacher à Orion un autre mot grec, Urion, que il supposait que le narrateur connaisse. Cette association d'idées, je la vis au style du sourire qui traversa vos lèvres. Vous pensiez à l'immolation du pauvre savetier, et à ce moment-là, on arrive à Chantilly. Alors, au fond, on a là, à mon avis, une sorte de démontage d'une opération qu'on aurait pu considérer comme une opération de transmission de pensée. Le terme de transmission de pensée, je voudrais tout de suite lui donner un sens précis, que je reprends dans un ouvrage qui est celui de Granoff-Ferret sur l'occulte objet de la pensée freudienne, un excellent texte tout à fait passionnant, qui sert d'accompagnement à la traduction. C'est la première traduction en français d'un texte de Freud tout à fait intéressant, qui est maintenant largement connu, qui est le rapport, on va y revenir tout à l'heure, de 1922 sur psychanalyse et télépathie. En allemand, transmission de pensée se dit Denken Übertragung, transfert de pensée. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le même mot pour parler d'un transfert de pensée, c'est-à-dire de la manière dont une pensée peut aller d'un sujet à un autre. On voit bien là comment ça donne le sens de transmission de pensée au sens de télépathie, mais aussi c'est le mot Übertragung, c'est-à-dire le mot transfert, tel qu'il va trouver son autonomie conceptuelle dans l'œuvre freudienne. Alors, on va quitter Pau maintenant et on va rejoindre Freud. Freud, au fond, tout à l'heure, j'ai essayé de dire très brièvement qu'on pouvait l'imaginer s'inscrire, il n'y a pas besoin pour ça de la solution à 7%, de s'inscrire dans une logique scientifique de la découverte à partir de l'exploration du détail. La manière dont Freud, en particulier dans les articles sur la technique psychanalytique, décrit l'écoute psychanalytique, je pense à cette métaphore du compartiment de chemin de fer, où il dit au fond, l'analyste est comme quelqu'un qui ne verrait pas le spectacle qui défile derrière la vitre du train, n'est-ce pas, mais qu'il serait raconté par un autre. Cette manière de regarder quelque chose que l'on ne voit pas, mais qui vous est raconté par un tiers, et de repérer en quelque sorte l'élément détonnant, l'élément qui fait problème, montre au fond chez Freud une espèce de parenté qu'on pourrait appeler le côté positiviste de Freud, le côté scientifique de Freud, une parenté très nette avec cette épistémologie de la découverte du détail, c'est-à-dire au fond avec la méthode analytique de Pau. Ce qui est tout à fait frappant chez Freud, c'est qu'il y a une histoire secrète, enfin elle n'est pas secrète, on la connaît maintenant, c'est cet intérêt pour la télépathie. L'intérêt pour la télépathie qui est ancien, puisque nous savons, je vois que l'ouvrage de la correspondance de Freud et Ferenczi est répandu sur le podium, on le voit apparaître dans la correspondance Freud-Ferenczi dès leur retour de New York en 1909. À peine ont-ils mis le pied sur le sol allemand, à Brême, si je me souviens bien, qu'est-ce qu'ils font? Ferenczi et lui, ils laissent Jung et ils courent voir une voyante à Berlin.
et ils vont se passionner pour cette voyante. Ils vont d'ailleurs échanger toute une série de notes sur ce qui se passe avec cette voyante. Et Madame Esk et Madame Seidler, on le sait maintenant, et en particulier, Ferenczi va faire toute une série de notations qu'il va envoyer à Freud. J'en cite une, par exemple, qui date le 5 octobre 1909, donc à peine sont-ils rentrés des États-Unis. Je vous cite ça parce que vous allez voir comment ça va rentrer dans la problématique de la transmission de pensée. Mais même si nous admettions qu'elle a vraiment deviné mes pensées, dit Ferenczi, l'affaire n'en serait pas moins obscure. Outre la théorie de l'induction psychique, il faudrait envisager aussi la possibilité d'une sorte d'hyperesthésie extatique à de tout petits mouvements d'expression, c'est-à-dire croire que nous trahissons toutes nos pensées d'une quelconque manière dans notre élocution, nos mouvements. C'est en dernier lieu que viendrait l'hypothèse d'une véritable clairvoyance, télépathie, etc. C'est-à-dire qu'on voit déjà cette problématique qui reprend au fond la description qui nous en était donnée chez Poe, c'est-à-dire qu'à propos de quand il décrit la méthode analytique, c'est-à-dire l'attention portée aux détails, tout ce qui trahit nos pensées, qui va nous permettre en quelque sorte de découvrir la pensée de l'autre. Alors cette fois-ci, le narrateur, si on peut dire, Ferenczi, est l'objet du déchiffrage en quelque sorte, et la voyante est celle qui sait lire, qui sait par conséquent déchiffrer, comme tout à l'heure l'homme clairvoyant de Poe savait repérer le jeu des autres joueurs, n'est-ce pas? Et ce ne serait qu'en dernier lieu, c'est-à-dire quand on aurait épuisé toutes ces explications-là, c'est-à-dire finalement cette hyperesthésie extatique. Retenez les deux termes, je trouve important. Induction psychique, ça en va revenir, bien entendu. La induction psychique, c'est-à-dire que la voyante exerce un effet d'induction, et on verra que ça va se retourner après. Ce ne sera plus le sujet, mais enfin, ce sera au contraire le sujet qui déclenchera l'induction. Mais d'autre part, hyperesthésie extatique, je crois que les mots disent ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire une espèce d'ouverture de la sensibilité qui va être repérée par l'autre et qui va lui permettre d'aboutir à une clairvoyance. Mais si ça n'est pas suffisant, il faudra alors admettre ce qu'il appelle là une véritable clairvoyance, la télépathie, c'est quelque chose au-delà en quelque sorte de la méthode analytique, cette fois-ci on peut dire psychanalytique. Dans les mois qui vont suivre, on le devine, on le voit, ils vont être à la recherche des voyants, des astrologues. Ils vont se donner des adresses à Budapest, à Munich, à Vienne, tourner en Allemagne. Ils vont se donner des adresses et ils vont continuer à explorer cette chose. Et puis, il va se passer un événement un peu particulier qui va être en 1910. Je vais le prendre, je ne vais pas courir après, je l'ai là dans le texte. Voilà, 15 novembre 1910. 15 novembre 1910, Freud raconte une des observations, précisément, un astrologue de cour, n'est-ce pas, à Vienne, qui prédit un événement passé. Et cette observation, c'est intéressant, qui apparaît dans la lettre à Ferenczi, va être reprise en 1921 et dans la 30e conférence en 1933. Donc, il a de la suite dans les idées, Freud. Et même si dans la nouvelle conférence, dans les nouvelles conférences, il dit « je m'intéresse depuis 10 ans à ces problèmes », c'est beaucoup plus ancien. Il s'y intéresse depuis 25 ans quand il écrit ça. Alors, il va se passer quelque chose le 22 novembre 1910. Exactement, c'est là où Freud va recevoir cette lettre de Ferenczi. « Cher professeur, une nouveauté intéressante dans l'histoire du transfert. » Notez bien, dans l'histoire du transfert. Pensez donc, je suis un formidable voyant, ou plutôt lecteur de pensée. Denkenlehrer, lecteur de pensée.
Je lis dans mes associations libres les pensées de mes patients. La future méthodologie psychanalytique devrait en tirer profit. Et d'ajouter toute une série d'observations où il montre comment il se met à être du pain. C'est-à-dire qu'il suit les indices de ses patients et il va trouver ce qui se pense chez ses patients. Et bien entendu, ça nous paraît une découverte formidable pour l'avenir de la psychanalyse. Freud va réagir d'une manière, disons, beaucoup plus nuancée, vous allez voir pourquoi. Il ne lui répond que le 3 décembre et lui dit « Vous avez sûrement été étonné que je n'ai pas réagi plus tôt à votre bouleversante communication, que vous seriez vous-même un médium. » Là, vraiment, Ferenczi a trop. Même aujourd'hui, je ne pourrais pas encore vous écrire si je n'étais pas un peu misérable avec ma grippe. Autrement dit, naturellement, je n'ai pas pu m'empêcher d'être beaucoup occupé par votre nouvelle. Et là, une phrase un peu perfide, à mon sens. Je vois venir le destin qui s'approche inéluctablement, et je constate que c'est à vous qu'il a imparti la charge d'éclairer la mystique et autre chose de ce genre, et qu'il serait aussi vain que mesquin de vous en empêcher. Mais il est quand même un peu plus pratique. Je pense qu'on peut risquer une tentative pour retarder les choses. Je voudrais vous inviter à accumuler les données pendant 2 bonnes années encore, en secret, et à n'apparaître en public qu'en 1913, et là, dans le Jahrbuch, à visage découvert. Vous connaissez mes objections pratiques et ma pénible impression secrète. Et Ferenczi s'y plie. Je n'ai pas répondu à votre demande concernant l'induction de pensée, répond-il le 19 décembre, car je tenais déjà pour acquis dans l'esprit de nos discussions antérieures qu'on doit traiter cette affaire avec une prudence extraordinaire. Il va sans dire que je suis tout à fait d'accord avec la date de 1913, peut-être la repousserai-je encore un peu plus loin. Les événements ont fait qu'ils l'ont repoussé 10 ans et que nous ne savons pas, apparemment ça n'a plus été quelque chose qui s'est fait dans cette correspondance, mais qui a, au fond, quand on réfléchit, trouvé 2 prolongements très différents dans la pensée de Ferenczi et dans celle de Freud. Dans la pensée de Ferenczi, on peut dire que ça a couru tout au long de son œuvre, non pas qu'il se soit pris pour un médium, mais parce qu'il a exploité cette capacité de ce que j'appelle la copensée, ou disons-la, appelons-la, l'utilisation du transfert de pensée, c'est-à-dire l'accès à une communauté associative qui permet en quelque sorte de s'avancer vers ce que Ferenczi n'a jamais nommé, mais qui est évident là, à savoir des processus empathiques, au point même, vous le savez, qu'il l'a situé dans une véritable réciprocité avec le mouvement de l'analyse mutuelle. C'est-à-dire que vraiment, on peut dire que l'œuvre de Ferenczi a été dans le prolongement de cette aventure de 1910, même si, disons, on a un petit peu calmé le jeu pour ne plus parler que le psychanalyste était un médium. Chez Freud, les choses ont été un peu plus compliquées, parce que, au fond, il y avait certainement chez lui beaucoup plus de résistance à admettre la chose. Mais il va quand même y aller, et il va y aller dans des circonstances un peu particulières, puisque c'est en 1922, à une réunion du comité secret, c'est-à-dire des 5 ou 6 analystes qui se réunissent dans le Harz, Jones, Abraham, Ferenczi, Eintigon et Sachs, je crois, Freud décide de leur faire une conférence sur cette question. Et il leur fait une conférence qui ne va pas être publiée, qui va être mise de côté, qui sera reprise beaucoup plus tard, et qui est ce fameux, donc ce texte qui a été traduit pour la première fois en français par Grano-Ferré et qui a été l'objet de ce document, et qui s'intitule par conséquent Psychanalyse et télépathie. Et là, au fond, ce que Freud va faire, c'est qu'il va rapporter les observations qui datent de 10 ans d'avant-guerre. Il va reprendre l'astrologue de cours, il va reprendre, alors non, il reprend une observation qu'il a vue entre-temps, il oublie la 3e, qui est celle précisément du docteur Forsyth, qui va être au contraire largement utilisée dans les nouvelles conférences en 1933. Il l'oublie. Il dit, j'avais un texte aussi, mais je l'ai oublié, je ne peux pas en parler. Et il va, en somme, pour la première fois, reprendre l'argumentation qui est au fond celle de Ferenczi, à savoir, on va essayer de comprendre
le processus télépathique comme un transfert de pensée, avec les moyens de la science et de l'observation la plus attentive, et ce n'est que si on n'arrive pas à tout expliquer qu'on finira par se dire il y a peut-être quelque chose d'autre, un reste en quelque sorte, mais de ce reste, nous ne savons rien. Et au fond, cette logique de la démonstration dans le texte de 1922, il le reprendra plus ou moins dans un texte l'année d'après, alors là qu'il publiera sur rêve et télépathie, où il va montrer qu'il y a une proximité entre le travail psychique du rêve en tant qu'il peut être repérage d'événements en quelque sorte que le sujet ne connaît pas, mais qu'il peut être. Alors il va essayer de comprendre pourquoi on peut quand même rêver ces événements en raison d'indices dont on peut disposer jusqu'au moment où il faudra bien reconnaître qu'il y a quand même quelque chose de mystérieux. Et puis on aura alors la conférence de 1933, la 30e conférence des nouvelles conférences, où là, alors, il va donner la meilleure description, en quelque sorte, dans ce chapitre intitulé Le rêve et l'occultisme, et avec l'observation donc du docteur Forsyth. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une transmission de pensée en ce sens qu'il a un patient, au moment même où un collègue, un médecin anglais, le docteur Forsyth, vient le voir, et les associations du patient, qui n'a aucune raison de savoir qui est derrière la porte, amènent tout un matériel autour de ce Forsyth, autour de ce Forsyth, qui montre qu'il y a une sorte de passage, en quelque sorte sémantique, que Freud va chercher à élucider par des moyens rationnels le plus possible, par toute une série d'associations, pour dire, mais enfin, à la fin, écoutez, moi je n'y arrive pas, et il avouera, il reviendra sur cette notion d'un reste, n'est-ce pas, dans l'occultisme. Alors, au fond, si je me suis intéressé à tout ça, c'est pour se dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on en fait nous? Eh bien, je crois qu'on en fait quelque chose. On en fait quelque chose, et je pense qu'une manière de... Alors, je ne veux pas dire que nous soyons du pain. Je ne pense pas que nous soyons des esprits d'une acuité supérieure, pour reprendre la phrase d'Edgar Poe. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans la pratique de Dupin et dans les pratiques associatives dont Freud fait part dans son travail sur le transfert de pensée, c'est cette capacité que nous avons d'associer en quelque sorte, en parallèle, plus ou moins en résonance, avec les associations du patient, et en somme, de pouvoir, à un moment donné, soit accéder, je reviendrai beaucoup là-dessus, à une communauté de pensée, soit accéder à une pensée qui n'est pas pensée par le patient, mais qui va être le ressort d'une interprétation de notre part, c'est-à-dire que nous allons, par nos associations, repérer un manque, en quelque sorte, dans le schéma associatif de l'autre, et ce manque que nous allons lui communiquer par l'interprétation, et aussi, bien entendu, par nos propres écueils, c'est-à-dire par nos propres échecs de ce travail associatif, qui sont aussi à prendre en compte. Alors, ce qui me semble, c'est qu'il faut se situer pour mieux développer ça dans une problématique qui n'est plus celle du rapport signifiant-signifié, mais du rapport énonciation-énoncé. Au fond, l'énonciation n'est pas seulement le vecteur d'un énoncé que nous entendons de la bouche du patient. L'énonciation s'inscrit dans un enchaînement énonciatif. C'est-à-dire que quelqu'un a dit quelque chose avant, va dire quelque chose après. Que ces énonciations successives déclenchent chez nous des processus associatifs. Ce sont ces processus associatifs qui vont, à leur tour, fonctionner en nous, constamment redressés en quelque sorte par la pensée de l'autre, bien entendu, mais toujours avec la possibilité de filer un peu plus loin que la pensée de l'autre et d'aboutir en quelque sorte à une connaissance ou à une anticipation de la pensée de l'autre qui peut nous amener à anticiper quelque chose qui n'est pas pensé par l'autre et qui est précisément cette hypothèse de l'inconscient qui va être la matière de l'interprétation. La pensée opère au fond par un processus associatif et on voit que cette idée est évidemment très proche de certaines manières dont on peut concevoir le mécanisme de l'empathie. Je voudrais rappeler à ce sujet une anecdote
qui est une anecdote du psychanalyste américain Ralph Grinson, dans un article qui date de 1962, qui est, on peut le dire, un des premiers articles dans lequel la notion d'empathie a été reprise par les psychanalystes avec force. Et il donne une petite vignette clinique qui est amusante, d'autant plus que je me suis fait le roman, mais j'ai des indices pour le penser, que cette vignette clinique porte peut-être sur Marilyn Monroe. Il raconte qu'une de ses patientes est allée la veille dans une réception dans le quartier, c'est-à-dire à Beverly Hills, et elle commence à raconter ce qui s'est passé à cette soirée. Grinson n'y est pas allé. Grinson était un grand fréquenteur de toutes les soirées des vedettes de Hollywood. À ce moment-là, Grinson pense à cette réception, pense aux gens qui étaient, et se met, lui, à penser à la partie, à la réception. Puis tout d'un coup, il se ressaisit et il voit que sa patiente, il entend sa patiente pleurer. Et il dit, j'ai manqué quelque chose. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Alors, pour essayer d'être en résonance, de comprendre ce qui est en train de se passer chez sa patiente, il va s'imaginer être à la partie, à la surprise, à la réception, avec sa patiente. Et à ce moment-là, des bribes de la parole de ce qu'il a pourtant entendu, bien qu'il pensait à autre chose, il associait lui sur autre chose, des bribes vont lui revenir, à savoir que cette femme s'est trouvée très isolée tout d'un coup, une impression de grand ennui dans cette soirée, une impression d'énorme solitude, d'angoisse, et une femme plus âgée est venue la prendre, l'a emmenée au buffet, lui a offert une assiette avec des petites choses qu'elle avait préparées, et avec une telle gentillesse que la patiente en a été bouleversée. Et c'est à ce moment-là, dans le récit de sa patiente, qu'elle se met à éclater en sanglots. Alors, Grinson, à ce moment-là, reprend en quelque sorte la suite et se met alors à associer avec la patiente, si on peut dire, dans une empathie pour essayer de comprendre quel sentiment de désarroi et en même temps quel attendrissement avait créé chez cette femme probablement en grand manque affectif cette petite anecdote. Autrement dit, ce que Grinson développe, et à mon avis d'autant plus intéressant qu'il ne met pas l'accent là-dessus, lui met l'accent sur l'identification et la capacité imaginative du thérapeute à se mettre à la place du patient. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a la capacité associative de l'analyste à en quelque sorte se laisser emporter par des images que le patient lui envoie. Et on voit aussi dans cet exemple de Grinson à la fois le positif et le négatif. Le positif, c'est tout d'un coup d'être en résonance, si on peut dire, avec l'affect de sa patiente, mais avant ça, c'est le négatif, c'est d'être complètement à côté, d'être parti tout à fait en dehors de l'écoute, en quelque sorte, de ce qui est en train de se passer chez sa patiente. On peut donc considérer que ce que j'appelle la court-pensée, on verra pourquoi je propose ce nom, eh bien, c'est en somme un partage associatif, une sorte de chemin parallèle d'une pensée associative qui nous permet d'accrocher sur des choses que l'on connaît du patient ou de la patiente, sur des choses que l'on imagine, sur tout ce qui est venu avant, tout ce que l'on peut attendre, et que c'est ce travail en quelque sorte de chevauchement dans tout un réseau, n'est-ce pas, d'éléments associatifs, comme dans le travail d'interprétation du rêve d'ailleurs, le travail associatif du rêve, c'est ce cheminement dans tous ces réseaux associatifs qui sont à la fois ceux du patient et qui sont aussi les nôtres, qui permet à un certain moment que apparaissent ou bien, mais pas trop souvent heureusement, des collusions fortes, ou bien des éloignements à comprendre, ou bien des découvertes du détail en quelque sorte, et on retrouve ici les mots de détachement, de surprise, dont il était question tout à l'heure. Alors, au fond, plutôt que de développer ça sur un plan théorique, je voudrais donner un petit exemple clinique de ce que ça peut donner. Il s'agit d'un patient qui arrive à sa séance en me disant c'est vraiment, ça va mal, ça va de plus en plus mal, très très mal. J'ai encore pris du poids, j'ai trop bu et trop mangé hier, je me suis embêté pendant le week-end. Bon, alors tout ça je l'entends, c'est répétitif.
En général, il va très mal en début de séance, et puis tout d'un coup, ça se met à travailler chichiquement, puis ça va pas mal après. Il est pas relativement content. Donc j'écoute ça. L'obésité me fait penser, alors là, il y a tout un champ très particulier, c'est que cet homme, d'une trentaine d'années, quand il était un adolescent de 14-15 ans, a été un obèse, fort obèse. Et nous avons pu, dans l'analyse, car cette analyse dure depuis longtemps, voir que cette obésité avait été liée à une sorte de sentiment dépressif d'être le mal-aimé de sa mère au profit de ses frères et sœurs plus jeunes. Il s'est senti à la fois un jeune adolescent très gâté et en même temps assez laissé pour compte. Et il est devenu un petit jeune homme assez fat, assez snob, mais en même temps un rondouillard très gros. Et il lui a fallu après suivre de nombreux régimes pour avoir un poids tout à fait normal maintenant, bien qu'il soit constamment vigilant sur ce retour. Donc je l'entends, cette obésité dont il se plaint maintenant, j'ai grossi, etc., me fait penser à tout ça. Là-dessus, il me raconte qu'il a vu sa cousine qui venait de province, une vieille dame, qu'il voit de temps en temps. Or, elle m'a encore parlé de ma mère. Enfin, elle ne peut pas la sentir, c'est évident, mais quand même, elle m'a rappelé des choses. Oh, puis elle m'a rappelé une phrase. Elle m'a rappelé une phrase que j'avais entendue et qu'elle a dite un jour à ma mère. Elle a dit à ma mère, tu ne devrais quand même donner un peu d'amour à Laurent. Laurent, c'est lui. Oh, elle me disait ça, vous savez, ma mère a un caractère épouvantable, elle le dit à tout le monde, hein, parce qu'il n'y a pas que moi, hein, mes frères et sœurs, c'est la même chose, vous savez, c'est pas du tout. Enfin, la phrase pourrait s'entendre, c'est toujours lui, hein, comme que c'était à moi qu'il fallait donner plus d'amour. Oh, mais moi, non, je ne pense pas. Oh, non, d'ailleurs, c'est pas logique, parce que sinon, elle aurait dit ne le donner qu'à Laurent. Elle a dit le donner à Laurent. Donc, c'est pas qu'à Laurent. Par conséquent, c'est pas uniquement à moi. C'est pas uniquement à moi, cette phrase-là. Vous vous souvenez, d'ailleurs. Là-dessus, la chose vient de telle manière que je lui dis, c'est quand même à Laurent qu'il s'agit de donner de l'amour ou de ne pas en donner. Oui, enfin, vous croyez-vous que c'est qu'à Laurent, alors? Ouais, c'est possible, enfin, bon, c'est possible, et là-dessus, il associe sur d'autres éléments. Bon, je suis content de moi. Je suis content de moi, je me dis, tiens, j'ai l'impression que ça a passé quelque chose, là, mais au fond, c'est une banalité. Son sentiment d'avoir été le mal-aimé de sa mère, mais ça fait des semaines, des mois qu'il en est question. Pourquoi cette phrase? Qu'est-ce que j'ai été chercher dans cette phrase? Je ne sais pas pourquoi j'ai eu besoin d'aller lui dire ça. D'ailleurs, ça n'a pas fait une grosse impression. Il l'a pris comme ça. Mais ce qui me frappe quand même, c'est une espèce de dénégation, n'est-ce pas, de quelque chose qui me paraît, moi, j'avais associé que c'était une évidence. Une évidence, une particularité de l'évidence, aurait dit Edgar Poe, n'est-ce pas, que ce soit à lui que cette phrase est dite. Séance suivante, il arrive et me dit, dites donc, l'électrochoc de la dernière séance, hein, je veux dire que ça a marqué. Je lui dis, quel électrochoc? De quoi s'agit-il? Ah, il me dit, votre remarque sur la phrase, oh là là, ça m'a fait un effet considérable. Alors, là, je suis étonné, parce que moi, je n'ai pas du tout marché dans ce sens-là. Je pensais que j'étais dans une espèce de prolongement, de formulation de quelque chose d'acquis, d'élaboré. Et à ce moment-là, il me dit, cette phrase, je n'ai jamais voulu reconnaître son sens. Je m'en souvenais, j'ai toujours fait tout ce que j'ai pu pour ne pas comprendre que c'était l'amour à moi dont il était question. Et votre phrase me l'a permis. Alors, je me suis dit, au fond, j'ai bien fait, mais je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce que je faisais. C'est-à-dire que je croyais être dans une co-associativité avec lui qui me permettait de dire une banalité à la fin d'une phrase. Et au fond, cette banalité n'en était pas une et a donc mobilisé les choses. Je crois qu'on voit là un phénomène d'induction. On voit aussi que ce qui est intéressant dans la co-pensée, c'est aussi bien ses échecs que ses résultats. C'est en ce sens que je dirais que nous ne sommes pas du pain. Nous ne sommes pas le clairvoyant total. Au contraire, c'est peut-être même lorsque ça ne marche pas, notre co-pensée, que c'est le plus intéressant par rapport au travail qui se fait. Voilà, je m'arrêterai là. Je vous ai simplement mené, en quelque sorte, d'une réflexion poétique sur une promenade autour du Palais Royal, hein, autour de ce petit savetier qui voulait être un grand tragédien, en passant
par cette confidence de Ferenczi, savez-vous que maintenant j'ai trouvé la clé du transfert, je suis un médium, et puis nous en sommes là maintenant. Alors peut-être un mot que j'oublie quand même en passant, pourquoi copenser? On pourrait dire intersubjectivité, mais le terme d'intersubjectivité est tellement utilisé dans des sens variés que je trouve qu'il est difficile à reprendre proprement dit. Alors d'autres vont dire, bah oui, mais après tout c'est le contre-transfert dont vous parlez. Oui et non. Oui et non. Je dirais que le contre-transfert, c'est la dynamique du processus. Ce que j'ai étudié, vous avez dit cognitif, dites donc, méfiez-vous de ce mot-là. Je dirais la forme. Moi, je me suis intéressé à la forme de la pensée. Et au fond, la copensée, c'est la forme de l'associativité. Mais bien entendu, le contre-transfert en est un des éléments dynamiques. D'ailleurs, et ceci, je terminerai sur cette citation de Freud, à propos de la télépathie, précisément. Freud s'interroge là-dessus, dit, mais enfin, au fond, quand est-ce que ça marche, ça? L'analyse fournit à ce cas un surcroît de sens, dit-il à propos d'un cas. Elle nous apprend que ce n'est pas un fragment quelconque de savoir indifférent qui s'est transmis par voie d'induction d'une personne à une autre, mais qu'un souhait extraordinairement fort de quelqu'un, souhait qui est avec sa conscience dans une relation particulière, peut se trouver une expression constante légèrement voilée à l'aide de quelqu'un. Autrement dit, c'est bien parce que ce qui est induit, ce n'est pas n'importe quelle pensée, ce sont des pensées fortement investies, et là je trouve que les mots de Freud sont d'une très grande force pour montrer cette puissance de l'induction de pensée. L'induction de pensée, ce n'est pas n'importe quelle pensée qui se trouve ainsi transférée, hein, mais c'est bien des pensées qui touchent et au désir de l'un et probablement au désir de l'autre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cet exposé très dense et très réjouissant en même temps. La forme et le fond qui nourrit la théorie. Alors, rituellement, la parole est à la salle pour poser des questions, réagir, commenter ce que M. Villedoché vient d'exposer. Oui, c'est plus un commentaire un peu direct. Une fois de plus, j'étais très séduit par ce que vous disiez. Et je m'étais aussi à associer. J'étais intéressé d'ailleurs par la progression parce qu'au départ, comme ça, enfin, je l'entendais dans la façon dont vous racontiez, d'ailleurs, de façon très prenante et dans votre lecture, ce cheminement de ces deux hommes, à propos de l'empathie, enfin, c'était pas l'empathie, c'est la transmission de pensée. Moi, ce qui me venait à l'esprit, c'était, il y a quelque chose de fusionnel. Vous avez terminé l'un et l'autre. Bon. Il y a quelque chose de la fusion. Et après, vous avez bien développé la méthode analytique, saisir le contexte et saisir le détail révélateur, c'est-à-dire l'emprise. Vous voyez le moyen de... Et finalement, comme une sorte de... Enfin, la méthode analytique, telle qu'elle a été développée là, comme une sorte de défense métonymique contre l'attirance fusionnelle, enfin, quelque chose de l'ordre de cet ordre-là. Et alors après, vous reprenez avec Freud et Ferenczi, qui allaient comme ça courir l'Allemagne, quand on sait quand même l'importance du transfert de Ferenczi sur Freud, et c'est un petit peu le souci de Freud de tenir les choses à distance. Alors on les voyait aller consulter, aller faire comme ça, là, les deux garçons qui filaient à Berlin, pour voir une cartomancienne qui allait parler de ce qui pouvait être deviné sans être dit, de ce qu'il y aurait de commun. Enfin, donc vous voyez, tout ce côté, effectivement, qui
pour moi, me paraît tellement, enfin, quelque chose de très, très fort dans la problématique humaine, enfin, de ce retour à la fusion et, bon, comment, toute la défense dans le raisonnement analytique. Et évidemment, j'étais intéressé après par l'empathie dont vous avez parlé et par tout ce que vous avez, par la suite, développé. Et donc, bon, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais donc c'est une espèce de commentaire associatif sur effectivement est-ce qu'il n'y a pas toujours dans cette, ce sentiment de transmission de pensée, donc avant tout, donc ce désir fusionnel, et comment l'analyse est toujours prise au fond, entre ces deux extrêmes qui sont effectivement de deviner, mais au risque d'un rapproché excessif, ou de privilégier la forme au risque d'une mise à distance, dont on retrouve bien, je trouve, les enjeux. D'ailleurs, on a bien opposé la méthode ferencienne à d'autres approches, dont on retrouve bien les enjeux, je trouve, dans cette démarche analytique, en oscillant entre va-t-on privilégier la forme et en quelque sorte aussi les contenus, c'est-à-dire le travail de déplacement, les mots, où va-t-on aller directement, un peu d'ailleurs comme dans le cas donc, que vous exposez aussi, où va-t-on aller directement à l'interprétation aussi transférentielle, dans le sens non pas forcément pas uniquement de la répétition, mais aussi dans le sens des attentes des patients, avec que ça peut induire aussi de rapprochés excessifs. Donc j'ai le sentiment que dans votre présentation, il y avait vraiment là une magnifique illustration, effectivement, des enjeux de la psychanalyse et au fond de cette polarité, de cette oscillation entre fusion et défense contre la fusion. Et je crois que c'est important de soulever la question effectivement de la place du fusionnel dans cette analyse. Je ne lui ai pas fait de place dans mon exposé. Probablement, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Elle est chez Freud, cette développement. Je repensais, n'est-ce pas, à la fin de la nouvelle conférence, on est conduit à l'hypothèse que tel est le mode originel archaïque de communication entre les individus, mode qui se trouve repoussé au cours de l'évolution par une méthode médiocre, la communication à l'aide des signes reçus. C'est-à-dire qu'il a une perspective phylogénétique du fusionnel comme étant, et il parle, n'est-ce pas, des communautés d'insectes qui pourraient être le modèle, en quelque sorte, phylogénétique de cette fusion. De même, pour reprendre alors un auteur tout à fait récent, récemment, je reprenais un texte de Serge Bovici, des derniers textes dans lesquels, d'ailleurs, à la fois il reprenait ma conception de la co-pensée tout en s'en démarquant un peu, et il mettait l'accent, bien sûr, sur, je pense que les psychiatres, psychanalystes d'enfants et d'adolescents ont peut-être là quelque chose aussi qui pousse davantage à cette référence au fusionnel. La question que je pose est la suivante. Est-ce que, elle est peut-être pas une grande importance, mais quand même, est-ce que le fusionnel explique ce travail de la co-pensée, ou est-ce que c'est le travail de la co-pensée qui est en quelque sorte le vecteur du fusionnel? Parce que j'ai l'impression que dans la perspective de Freud, à la fin de son texte, comme dans celle de Lebovici, par exemple, dans ses développements récents, le dernier développement, il était de ceux, mais il y a MD aussi qui a parlé dans le même sens, en faisant une espèce de base biologique de l'empathie, Robert MD, n'est-ce pas? Le fusionnel serait l'explication. Moi, j'ai une certaine résistance à cette. Je verrais plutôt le fusionnel comme étant cet élément transféro-contre-transférentiel qui va trouver dans la co-pensée sa réalisation, en quelque sorte. Mais est-ce que ça a un sens, ce débat entre l'œuf et la poule? Oui. Non, c'était pas effectivement, je crois que quel sens ça peut avoir. C'était pas dans le sens, en effet, du premier ou du second, mais peut-être, enfin, quand même, il me semble par rapport à votre interrogation que, enfin, est-ce que c'est pas justement le propre de l'histoire
humaine, bon, et peut-être quand même de ce côté antinomique du désir introjectif et de la différenciation narcissique, je dirais, de la différenciation de se différencier. Bon, est-ce que c'est pas quand même toute l'histoire de l'homme favorisé, après reprise et aménagée par la culture, et où tout le travail psychique, c'est au fond de maintenir toujours vivant la possibilité fusionnelle, tout en s'en défendant constamment, par des moyens qui là vont varier, et dont celui justement du travail de copensée doit rester suffisamment près, je dirais, des sources du désir, ou l'aspect, je crois, au-delà de la sexualité, il y a quand même toujours, il me semble, même dans la sexualité, un désir de rapprocher avec une potentialité quand même fusionnelle, serait-ce que dans l'orgasme, au fond, toujours le maintenir quand même là pour pas qu'il y ait un dépérissement de la motivation, mais jamais atteint, parce que l'atteinte serait la mort, enfin, quelque chose de cet ordre-là, et la pensée étant évidemment un désaménagement. Il y en a d'autres qui sont plus problématiques, enfin les conduites d'addiction, enfin ou tout ce que l'on peut. Mais et ce travail de copensée, évidemment, tout le but étant que justement il y ait une co-pensée, c'est quelque chose de l'ordre toujours de la potentialité fusionnelle, du jeu comme ça de rapprocher, se maintiennent pour que ça garde son caractère vivant, mais avec l'évitement constant d'un trop grand rapproché. Alors après, on prend la mesure. Madame, au troisième rang, oui. Oui, c'est, au sujet de l'interprétation, bon, ça a été dit, il arrive souvent qu'on hésite à interpréter. On ne sait pas si ça ne va pas être un peu sauvage, si ça va passer, etc. Moi, depuis un certain temps, j'ai remarqué que lorsque je n'interprétais pas, eh ben, le patient se met à interpréter après lui-même, le faisait lui-même. Bon, ça c'est une chose. Par rapport à la question de la fusion, alors dans un autre domaine que celui du travail, de notre travail dont on parle, il y a quand même des situations quand même que... J'imagine que d'autres gens doivent connaître, assez extraordinaires, où des gens proches, moi je pense à des amis proches, oui, des amis proches, mes filles surtout avec mes filles, des amis, des copines très proches, d'un seul coup, on reçoit un coup de fil juste au moment où vous voulez le donner, ou l'inverse, et des choses comme ça, voilà. Alors dans quel sens ça va par rapport au physique ? En ce qui concerne l'interprétation, je trouve que, pour moi, l'interprétation, c'est vraiment à penser en deux temps. Il y a l'interprétation qui se forme en nous et qui relève alors de ce travail de la copensée. C'est ce moment où un mot nous vient, une phrase, une réplique, qui va avoir un effet interprétant. L'exemple que j'ai donné vaut ce qu'il vaut, mais au fond, quand je rétablis ou crois rétablir le sens de la phrase pour mon patient, je ne me rends pas compte que je donne une interprétation qui est plus puissante que je ne le pensais. C'est-à-dire que je lui ouvre une voie associative nouvelle, ou que je libère une voie associative dans laquelle il ne s'engageait pas. À savoir que cette phrase avait vraiment un sens fondateur pour lui concernant le rejet maternel. Donc, excusez-moi, c'est un petit peu dans l'ordre de ce que, comme de Musan appelle la chimère. Absolument, mais absolument. Je trouve d'ailleurs, si vous voulez, que je serais tout prêt à dire que la copensée rejoint tout à fait la chimère de Musan. Ça, absolument, je crois qu'on est très très proche dans cette démarche-là. Ce qui me paraît important, c'est qu'au fond, de cette interprétation, nous ne faisons pas forcément un acte interprétatif. Là, en l'occurrence, j'ai donné un exemple où je l'exprimais. Mais en d'autres circonstances, et par exemple dans les situations de supervision, moi, il m'arrive ça souvent de dire, tiens, ben là, on pourrait penser ça. Bon, vous ne l'avez pas dit, mais bien sûr. Mais je le dis là, mais je ne l'aurais peut-être jamais dit au patient. Et puis un jour vient où ça se dit. Et ça se dit soit par le patient lui-même, la patiente, soit par un autre moment interprétatif. Hein. Donc ce travail de copensée n'est pas, il ne s'agit pas d'en extraire l'interprétation comme ça, mais de laisser les interprétations, de ce que Lagache appelait les interprétations d'attente, des interprétations susceptibles d'être tout d'un coup communiquées, hein, et d'ouvrir une voie associative, et d'élargir en quelque sorte cette fluidité associative. Et
Ou l'attente, il y en a d'autres qui ont dit l'attente. En ce qui concerne la deuxième, alors ça, Oui. l'écoute téléphone, les rêves, alors là, écoutez, on revient à la phrase de est-ce qu'il y a une clairvoyance au-delà de toutes ces explications? Je serais aussi prudent de faire exit. La fusion, c'est par rapport à la question, la question du fusion. Comment, sur la question du fusion. Oui. Parce que c'est pas entre n'importe qui. Oui. Il peut y avoir des indices, on ne les repère pas. Oui, bien sûr. Même dans le temps. Peut-être ces Bien histoires sûr. de téléphone, ça peut être des indices dans le temps. Il y a un temps Bien sûr. limite où il faut qu'on corresponde. Il faut rester dans ce cadre-là aussi. Oui. Si je peux me permettre dans le centre d'un dialogue, là, en reprenant un peu, en monopolisant un petit peu les choses, mais parce que vous dites, je lui ouvre une voie associative. Alors, oui, mais s'il y a un électrochoc, est-ce que c'est parce que vous lui ouvrez une voie associative ou parce qu'il y a là tout d'un coup le sentiment que vous êtes capable d'entendre le bon sens de cette phrase, c'est-à-dire de le penser vous-même vis-à-vis de votre patient, quoi. C'est-à-dire qu'il y a là un effet de rapproché transférentiel qui est un véritable électrochoc. C'est-à-dire, lui, il a compris ce que j'attends depuis je ne sais pas combien d'années. Bon. C'est-à-dire que si vous le comprenez, c'est que vous êtes en empathie profonde Et avec lui. Là où il y avait d'ailleurs une absence d'empathie, c'est que moi j'imaginais qu'il avait compris ça depuis très longtemps. Et que je lui communiquais presque comme ça pour mettre un peu d'ordre là-dedans. Enfin, je lui proposais une construction parmi d'autres, alors que ça a eu un effet que je n'attendais pas du tout. Mais ça ne relève pas de votre remarque. Mais oui, mais au fond, c'est peut-être là l'effet immédiat. Vous avez, enfin, je l'entends bien comme vous me le dites, mais quand je dis des voies associatives, je veux dire que pour moi, le progrès psychanalytique, c'est la fluidité associative. C'est la fluidité dans les processus associatifs, et qu'une partie de ce progrès, c'est notre propre fluidité associative avec le patient. Mais vous avez un inconscient aussi, et moi j'ai eu l'impression qu'au moment où vous lui disiez, ben, il s'agit de vous, vous aviez l'impression de le dire comme ça, mais peut-être qu'au fond de vous, vous le pensiez vraiment. Que je le pensais vraiment, attendez, j'aimerais aller que vous alliez au bout de votre interprétation. Que c'était chez vous une pensée peut-être comme ça, à la fois inconsciente mais forte. C'est-à-dire qu'il y a quand même une question, pourquoi est-ce que j'étais mêlé de le lui dire? Si je croyais consciemment que ce n'était pas nécessaire, que c'était une construction qui allait de soi, pourquoi a-t-il fallu que je souligne ce phénomène? Là, on est dans le contre-transfert. Oui. Absolument. Mais vous savez, alors là, je vais vous dire une chose. Je crois qu'il y a toujours du contre-transfert. Toute interprétation, toute écoute est contre-transférentielle. C'est pas parce qu'il y a du contre-transfert qu'il faut se taire. Le problème est de savoir si ça nous a fait dire quelque chose d'utile au patient ou d'inutile ou de nuisible. C'est une autre affaire. Mais nous sommes toujours dans un mouvement contre-transférentiel. D'accord? Est-ce que ce n'est pas une réponse à ce que Madame posait là, à l'instant à propos du coup de téléphone? C'est-à-dire que lui, ça lui fait un électrochoc, pas à vous. Bon. Quelle que soit même votre capacité d'empathie qui a fait que probablement vous avez senti peut-être son désarroi répondu. Enfin, bon, vous dites que ça fait partie du processus et vous gardez votre sang-froid. Lui, non. Mais est-ce que c'est pas ça, c'est-à-dire dans ce qui nous fait tout d'un coup, comment ça se fait le téléphone en même temps, c'est qu'on est en attente. Alors il peut se trouver que l'autre le soit aussi, au même niveau, et on dit, oh, comme c'est... Puis l'autre l'est pas, et quand vous lui dites, oh là là, je pensais à toi, et ça m'a fait, je dis, bon, mais calme-toi, c'est vrai. C'est-à-dire parce qu'on n'est pas dans le même degré d'une attente, je dirais quoi, de rencontre, une attente, introjective, enfin, en tout cas, quelque chose de l'ordre qui met en cause une potentialité fusionnelle. Et que c'est là, évidemment. Alors, le risque, c'est d'en rester là aussi et de ne pas justement développer des capacités associatives dans un plaisir de penser qui vient rendre la fusion moins nécessaire, puisqu'elle est. Dans cette copensée, il y a une nourriture commune, enfin une co-alimentation et un co-auto-érotisme. Catherine.
Oui, j'ai un petit peu perdu le fil de ce que je voulais dire, mais peu importe, je vais essayer quand même. Oui, je voulais revenir aux deux moments de votre exposé, parce que aux deux premières parties justement du texte de Pau et à ce que vous en avez fait, parce que je me disais en vous écoutant que en fait il y a quand même des situations qui sont différentes entre Dupin et le narrateur. C'est-à-dire que, il me semble qu'il y a deux aspects qui sont importants que je reprendrai du côté du début et du cours de l'analyse peut-être. C'est-à-dire que l'observation comme ça, très fine, très aiguë, elle n'a pas tout à fait le même sens quand Dupin se situe à l'extérieur d'une enquête qu'il va reconstruire entièrement, et dans l'épisode où ils se promènent tous les deux la nuit. Et où le narrateur évoque le fait qu'il vivait d'ailleurs complètement à l'envers, qu'il vivait beaucoup la nuit, et qu'il y avait une espèce de commerce entre eux comme ça, de la nuit, qui était quand même tout à fait intéressant. Et que, au fond, ces longues promenades, ces traversées ensemble, ça ouvre autre chose, je veux dire, du côté du transfert de pensée et de la transmission de pensée, en dépit de tout le déroulement que fait Dupin pour expliquer à son ami comment il est arrivé à deviner qu'il pensait à Chantilly. Donc, il y a cette dimension-là qui me paraît importante et que je différencierais, moi, de l'observation et de l'attention à la particularité, etc. Et il me semble que du côté du travail analytique, je me disais qu'au fond, par exemple, dans les premiers entretiens, on est peut-être comme Dupin au début. C'est-à-dire, on a une espèce on peut avoir une espèce de vigilance comme ça, ce qui peut être particulier, et qui nous fait penser, noter, dire des choses dans les premiers entretiens. Alors que dans la suite de la cure, il me semble que on est beaucoup plus dans la situation de la nuit, quoi, où les deux amis se connaissent extrêmement bien. Et alors, à cet égard, justement, moi, je me demandais, mais je ne sais pas si j'arriverai vraiment à être claire au niveau de la formulation de ce que je voudrais dire. Je pense à l'exemple de Grinson. Alors là, je me suis dit, voilà, on retrouve quelque chose du détachement que vous avez évoqué tout à fait au début, à savoir qu'au fond, la patiente évoque la soirée où elle est allée sans l'analyste, et puis l'analyste, en apparence, s'éloigne, se détache de ce qu'elle est en train de dire, et lui, il construit toute son histoire, et puis, surprise, elle est en train de pleurer. Et alors c'est là peut-être que les choses se nouent dans l'ici maintenant de la séance et dans l'expérience de la cure. Parce qu'au fond, on pourrait aussi se dire que tout à coup, cette femme s'est sentie loin. Enfin, son analyste était loin. Et qu'il y a quelque chose enfin qui s'est passé entre eux deux de ce détachement qui est apparu là. Alors, pour votre Laurent, je pensais les choses un petit peu différemment parce qu'à la fois vous étiez un peu détaché, mais en même temps vous étiez très centré sur lui. Et je me dis qu'il y a quand même quelque chose au niveau justement par rapport à la question de la fusion. Moi, il me semble qu'il y a à la fois dans ces moments de rencontre comme ça, où tout à coup, on a l'impression qu'on est très loin de ce que vient de dire de ce qu'est en train de dire le patient, et puis tout à coup, il va dire quelque chose qui a des liens, évidents avec ce que on est en train de penser très loin, où il y a quelque chose justement du très loin et du très près qui se met en jeu, comme si s'éloigner, c'était nécessaire pour pouvoir se rencontrer tout à coup, quoi. Et c'est peut-être ça qui fait les moments forts aussi de l'analyse. Parce que si on était tout le temps collés, je suis pas sûre qu'on aurait ces moments d'empathie, justement. Oui, ça c'est dans ce sens que je m'inscris un petit peu en faux contre les théories qui mettent l'accent sur la valeur thérapeutique de l'empathie ou d'une fusion réparatrice, dans la mesure où je crois que dans la démarche analytique, l'écart, la distance, l'éloignement sont aussi des éléments à la fois
structurant et en même temps vous apprennent. Je crois que vous avez, enfin, en vous écoutant, je suis tout à fait d'accord pour la différence. Et au fond, ce que vous montrez, c'est qu'il y a une dimension transféro contre transférentielle, on peut dire, dans la promenade nocturne de ces deux personnages. Je n'ai pas repris, mais en effet, les précédentes, enfin, ceux du pain qui vient habiter chez le narrateur, etc. Enfin, on peut penser beaucoup de choses là-dessus, bien sûr. Donc, tout à fait, tout à fait. Moi, je crois qu'il y a deux points sur lesquels je voudrais insister. C'est que dans les processus de co-associativité, ou de co-pensée, ou de chimère, que peu importe les mots qu'on va employer dans cette perspective-là, il n'y a jamais de symétrie. Il y a toujours un inducteur et un induit. Ça peut se retourner, mais il y a quand même une asymétrie. Et c'est peut-être là l'erreur de Ferenczi, c'est d'avoir gommé cette symétrie. Alors, ça donnerait quelque chose de très généreux, très intéressant, très émouvant chez Ferenczi. Mais quand même, il y a une dimension. Et alors, on voit très bien comment, d'ailleurs, cette asymétrie fait que n'est plus inducteur celui qu'on croit. C'est-à-dire qu'au fond, dans la transmission de pensée des cartomanciens ou cartomanciennes, c'est censé être le voyant qui est inducteur. Alors que dans la perspective que va reprendre Freud avec Ferenczi, dans la recette de compréhension, c'est que c'est le sujet qui est inducteur malgré lui, n'est-ce pas? Et ça, ils vont le reprendre, ça on peut le reprendre dans l'analyse, n'est-ce pas? L'induction vient de l'autre, ce qui ne nous empêche pas d'être nous-mêmes inducteurs dans des renversements. Je voudrais faire une remarque aussi incidemment à propos de... Je vous pensais en vous écoutant à une autre, je cite deux fois Lagache, comme ça, que j'ai bien cité. Lagache disait, l'attention flottante, c'est pas l'attention distraite. Et je crois que c'est très juste. D'ailleurs, je relisais, je ne l'ai pas amené, j'en avais déjà amené assez, ce que dit Freud à propos de l'attention également flottante, enfin, quand il l'introduit dans un des chapitres. Vous lirez la phrase, elle est très claire. Ce qui compte, c'est d'être flottant dans l'écoute, mais c'est pas de ne pas faire attention à quelque chose qui tout d'un coup va être pointé. Hein? C'est pas une attention où on se laisse envahir comme ça. C'est-à-dire qu'on retrouve là cette dimension de l'acuité de la méthode analytique d'Edgar Poe, n'est-ce pas? C'est-à-dire chercher la particularité de l'évidence. L'attention flottante, ça n'est pas je laisse tout ça venir et puis on verra bien, il se passera quelque chose dans ma tête. On laisse, on explore, on va de tous les côtés, on est comme Dupin de ce point de vue-là, on regarde tout. Hein, on ne laisse rien au hasard. Si on peut, tout vient par attention. Et je crois que c'est assez intéressant. Pas une attention distraite. Oui, alors j'ai une interrogation. Il me semble qu'avec le concept de co-pensée, de chimère, vous nous soulignez l'importance de ne pas rester trop attaché au texte du discours du patient et aux effets linguistiques, et d'être plus proche du côté du transfert, du contre-transfert et de l'empathie. Et que vous soulignez, dans cette communauté associative, ce qui est important, ce n'est pas forcément la réussite, la collusion, mais aussi les échecs, l'éloignement. Pour le dire comme je l'entends moi, ce qui est important, c'est le rythme. Est-ce que, si on s'éloigne des effets du discours et qu'on va du côté du corps et du côté du rythme, est-ce que, pour reprendre un peu le concept de co-création dans la Diade mère-enfant de Lebovici, où ce qui est important, c'est, Anzieux le souligne aussi, pour la co-construction, la co-création en particulier de l'organisation psychique et corporelle de l'enfant, ce qui est important, c'est justement cet éco-rythme, plus que le contenu de ce qui est transmis. Est-ce que c'est pas ce rythme-là qui permet de transmettre une émotion indépendamment des contenus de pensée, pour aller même du côté de la communication archaïque et Freud? Est-ce que c'est pas ça qui est le plus important et qui permet peut-être de dénouer ce piège qui serait celui de la fusion ou de l'abandon, mais d'être dans l'éco-rythme, c'est-à-dire cette façon d'avoir le tact de toucher l'autre, de l'accompagner sans être dans la fusion, sans être dans l'abandon? Ça, C'est une perspective intéressante. Simplement, elle me hérisse un tout petit peu, en ce sens que j'ai quand même envie de dire, mais attention, ce qu'on dit, ça a quand même de l'importance, c'est ce qu'on entend. Oui. C'est-à-dire que tout n'est pas dans le rythme, tout n'est pas dans une espèce de saisie corporelle, enfin, mais que ça existe et que ça fonctionne, c'est tout à fait intéressant. Mais avec cette idée que justement le contenu de pensée,
le fond modifie la forme et que la forme modifie le fond, qu'il y a une interaction, bien sûr, que le contenu est important. Alors, une question maintenant sur l'idée de l'empathie. Parce que je vois bien, quand on est de manière un peu caricaturale, avec des sujets neurotiques avec qui on peut avoir, si je puis dire, une empathie positive. Mais qu'est-ce qu'il en est lorsqu'on est avec des sujets qui, justement, ont des problèmes à mentaliser, à se représenter, à élaborer, et qui sont dans le passage à l'acte, et qui sont dans une dimension, enfin, ils nous emmènent dans des relations sadomasochistes. C'est-à-dire, quoi faire de ce qu'on appellerait l'empathie négative, c'est-à-dire d'accepter la négativité de l'autre, sa destructivité, sans la considérer comme un négativisme, donc l'accepter, et d'y réagir en rythme, si je puis dire, avec, comme dirait Searle, une haine bien tempérée, mais avec cette idée qu'à force d'accepter quand même cette destructivité de l'autre, de refuser de la considérer comme un négativisme, d'accepter que ce soit une façon de penser, cette destructivité. L'accepter à l'intérieur de soi, c'est quand même courir de sacrés risques par rapport à soi-même. C'est un peu ce que Ferenczi disait dans cette idée qui est le plus fou des deux et jusqu'où je peux aller avec eux si j'accueille trop ces contenus de pensée. Oui, il me semble qu'il y aurait intérêt dans votre remarque qui est assez condensée, assez riche, à distinguer deux plans. Le premier, c'est, je ne serais peut-être pas tout à fait d'accord avec vous, c'est sur les idées d'empathie positive ou négative. En ce sens que, moi je crois que l'empathie, c'est pas le transfert, c'est pas le contre-transfert, c'est-à-dire que on peut être empathique avec un pervers, on peut être empathique, je veux dire que après les effets de l'empathie, c'est-à-dire les effets contre-transférentiels que mobilise une compréhension de la pensée de l'autre, l'empathie est quelque chose de relativement neutre. Par contre, ce qui est important, c'est ce que j'appellerais la négampathie, pour ne pas dire empathie négative, c'est-à-dire quand on n'y est plus du tout, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas, on ne peut pas se co-associer avec les associations de l'autre. Ça, c'est la question que vous évoquiez en deuxième temps. Il y a d'ailleurs différentes éventualités. Vous évoquez l'éventualité où, disons, par exemple, une certaine pensée chaotique du patient plonge le thérapeute dans une co-associativité chaotique et qui est mortelle presque. Enfin, bon. Alors effectivement, à ce moment-là, il faut avoir d'autres ressources que de... Il y a des limites, mais il n'y a pas que cette situation-là. Il y a aussi, par exemple, les patients qui ont des pensées opératoires absolument rigides et dans lesquels nous sommes embarqués dans un narratif qui ne nous fait absolument pas, qu'on dit on ne peut pas associer avec. C'est aussi une difficulté d'associativité. Et puis il y en aurait d'autres encore à décrire. C'est certain qu'il y aurait là toute une clinique en quelque sorte, on l'a fait d'ailleurs, enfin, on peut la reprendre comme ça sous cette perspective-là, toute une clinique des difficultés de la co-associativité dans les prises en charge, dans les écoutes avec les patients. C'est certain. Et qui pose, vraiment, moi, qui me pose là actuellement la question d'interpréter des choses qui ne seraient pas de l'ordre de la parole, ce qui est contraire à notre pratique. Mais récemment, je peux vous donner un exemple, récemment ça m'est arrivé. J'avais un patient qui parlait de nostalgie, de choses qui ne pouvaient pas changer, bouger chez lui, d'attachement, de recommencement toujours de la chose qui ne changeait pas. Et je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer qu'il avait un pansement au doigt. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Et puis, bon, normalement, je dis rien, moi. Mais à la fin, au moment où il m'a payé, j'ai pas pu m'empêcher. Je m'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il a au doigt ? Ça m'est sorti comme ça, ça m'est sorti. Vous avez dit quoi ? Qu'est-ce que vous avez au doigt ? Qu'est-ce que vous avez au doigt ? Oui, qu'est-ce que vous avez au doigt ? Ça m'est sorti. C'était plus fort que moi. C'est ce que j'ai pas l'habitude de faire. J'interprète pas normalement, ce qui n'est pas d'ordre de la parole. Et il m'a répondu, je me suis coupé avec une boîte de conserve. Et je lui ai dit conserve. Et après, je ne vais pas vous raconter les séances suivantes, mais... Oui. Je ne pense pas que la co-associativité soit effectivement uniquement fondée sur les énoncés. Hein. Je pense d'ailleurs que de ce point de vue-là, le texte de Edgar Poe est intéressant quand il décrit la partie douiste. Enfin,
vous le montre. Oui, mais en ce qui nous concerne, nous, psychanalystes. Nous aussi, écoutez, il y a quand même de l'extraverbal, il y en a Oui, quand même un oui, paquet dans bon. la situation. Oui, il y en a, mais Dans la situation. qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'était un peu Je la crois question qu'elle que vous je crois posez. qu'elle fonctionne dans notre cas. Bon, il faut trouver un exemple clinique, je vous ai cité ne le donne pas. Mais des exemples, vous verrez que notre associativité est une associativité fondée sur en partie des éléments des intonations de voix, pourquoi pas, et Oui, des intonations, oui, c'est ça, oui. des rythmes de parole, tout à fait. Oui. Il y a des doigts qui se lèvent. Alors, pour continuer dans ce que je disais tout à l'heure, parce que bon, vous avez quelqu'un qui, je crois, vous est très cher, avec qui vous avez beaucoup dialogué, c'est Pierre Fédida, et qui, je schématise, mais enfin, je l'ai entendu encore récemment, disait que justement, dans cette co-associativité, l'infraverbal, la capacité pour l'analyste de régresser, si je puis dire, au rythme de son patient, pour le rencontrer dans des zones un peu floues, un peu archaïques, en deçà de toutes les conceptions théoriques. C'est-à-dire éviter que l'analyste puisse avoir cette particularité d'éviter, pas simplement d'interpréter, mais de conceptualiser les choses en termes de deep, en termes d'archaïque, etc., mais régresser, et retrouver le patient là, dans sa réalité archaïque. C'est une espèce de descente aux enfers, si je puis dire, en deçà d'une co-associativité, d'un lien langagier ou même rythmique. Et pourquoi vous dites au-delà d'une co-associativité est-ce que ce n'est pas une autre forme d'associativité que d'être dans cette espèce d'espace là peut-être très fusionnel? Mais je ne sais pas si c'est une associativité. Il appelle ça, c'est ma folie à moi. Accepter de descendre. Alors bon, cette folie doit être un petit peu chaotique. Je ne suis pas sûr qu'elle soit bien cohérente ou bien associative. Et que là, il rencontre quelque chose. Bon, je vous donne un exemple. Par exemple, dans les relations mère-fille, il évoque la possibilité, dans ces relations mère-fille, ça puisse être une problématique oedipienne positive, négative, homosexualité, etc. Bon, il dit qu'il faut se départir de tous ces paliers, si je puis dire, de fixation conceptuelle, et aller, par exemple, dans la relation mère-fille, jusqu'à penser quelque chose qui est du généalogique, c'est-à-dire l'idée des mères, au sens de Goethe, les mères, celles qui donnent de l'efficacité. Vous voyez, donc il va très très loin, dans une espèce de folie personnelle, bon, mais il pense que là, il y a un accent de vérité qui est en deçà ou au-delà de toutes les conceptions théoriques qui arrêtent, qui réduisent les choses. Alors ce que je voulais dire aussi tout à l'heure par rapport au rythme, j'avais évoqué ça parce que Edgar Poe dit lui-même quelque chose de très important, en particulier dans ses poésies, c'est qu'il, en tout cas, il essaye d'éviter de donner toute explication, tout sentiment, et que ce qui lui importe, c'est de communiquer, je vais dire au patient, au lecteur, le rythme. Il le dit, hein, le rythme à la place du sentiment. C'est-à-dire qu'il a, et en particulier dans Le Corbeau, l'idée essentielle, c'est que la rime et le refrain Nevermore, Nevermore transmet quelque chose d'un rythme plus que les contenus du texte qui en sont un petit peu énigmatiques. Et pourquoi fait-il ça? Il le construit, bien sûr, je ne suis pas sûr qu'il y réussisse, mais pourquoi c'est important plutôt le rythme que le sentiment? C'est qu'il a l'idée que tout contenu de pensée va, dit-il, témoigner de son autobiographie, témoigner d'une pédagogie, d'une morale, et ça c'est insupportable. Et puisqu'il veut communiquer d'abord et avant tout, et il le construit comme Proust construit ses livres pour faire passer quelque chose, Edgar Poe construit ses poèmes avec la rime ou le refrain pour essayer de transmettre un rythme, et c'est ça qui lui importe plus que le contenu du poème. Bon, moi je pensais à Virginia Woolf en vous écoutant, parce qu'alors je me disais, au fond, j'avais hésité à présenter une réflexion à partir de Virginia Woolf. On y serait à côté du rythme dans la partie de Rival. Non, la question que je me posais aussi en vous écoutant et en vous écoutant citer Fédida, c'est que moi je me méfie quand même un petit peu de se dire on va là ou on ne va pas là, ou on va où on peut, avec ce qu'on est. Je veux dire que parfois on régresse, parfois on ne régresse pas, parfois on reste. La question c'est de savoir qui induit l'autre à ce
raison. Encore, cet effet d'induction aussi, je pense. Oui. Attendez, on va vous passer le micro. Non, mais c'est pour qu'on puisse vous enregistrer. Hein, qu'on garde une trace. Merci. Dans les livres que vous aviez préconisés pour cet exposé, il y avait ceux de Marie Bonaparte et vous n'avez fait aucune allusion. Ah oui. Là, il y a de l'interprétation. Hein. J'ai fait plus tard. Vous savez, Marie Bonaparte, c'est la première œuvre psychanalytique que j'ai lue. Ça m'a fait fuir radicalement. Et puis un jour, je suis allé voir Lacan et il me dit mais qu'est-ce que vous avez lu en psychanalyse? J'ai lu Marie Bonaparte et je vais tout vous dire, je trouve ça sans aucun intérêt. Si ça, la psychanalyse, ça m'intéresse vraiment pas. Alors là, est-ce que j'étais conscient ou inconscient de ma ruse? Évidemment, moi je croyais que j'allais choquer, n'est-ce pas, moi, le jeune homme. J'ai l'impression que ça m'a plutôt fait plaisir. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, enfin, je plaisante là-dessus sur Marie Bonaparte, mais en effet, il faudrait reprendre. Oui, j'avoue que c'est dommage. Et vous l'avez lu, donc vous l'avez relu? Oui, oui, j'ai lu, mais moi, c'est assez rigolo. Je vous ai lu quelque part où vous disiez, il me semble, que la particularité de Lacan, c'était pas fondamentalement le transfert et l'empathie. Non, on peut même interpréter ça comme une manifestation de dégagement par rapport à un transfert passé. Certain. C'est certain. Et à mon avis, si on veut aller au fond des choses, c'est au niveau même de la critique de la référence au signifiant signifié par rapport à la problématique de l'énonciation, qui est déjà en cause. Surtout par rapport aux affects. Oui, alors après, oui. Et dans les références, enfin, pour ceux qui l'ont pas lu, vraiment j'invite à lire la correspondance entre Freud et Ferenczi, parce que les exemples que donne Ferenczi sont tout à fait étonnants. Et vous parliez de l'induction du patient par rapport à l'analyste. Donc il y a l'exemple qui donne, où Ferenczi explique où il venait d'avoir un rapport sexuel sur son divan, et puis ou peu de temps avant, et puis le patient arrive, s'allonge, et tout de suite a des images qui évoquent les spermatozoïdes, etc. Il se dit, non, mais comment a-t-il fait pour ça? Et il écrit à Freud, je ne devrais peut-être pas mélanger mon instrument de travail avec les rapports amoureux. Et c'était un patient avec qui, là encore, on parlait de transfert, donc où il y avait un transfert homosexuel très 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 intense, et ça fait le lien avec toutes les conditions dans lesquelles peuvent se faire justement ce transfert de pensée. Et Freud effectivement conclut sur l'analyse d'enfants, et puis aussi un texte de Hélène Deutsch qui était introuvable et qui a été réédité d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Les Introuvables, où elle parle justement des processus occultes pendant l'analyse, encore à l'égard de ce qui se passe avec justement entre une mère et son enfant. Et Freud avait souligné justement l'angoisse que cela peut représenter pour l'enfant de savoir que ses parents devinent ses pensées. Et il se demande si c'est pas à la base de... Vous vous souvenez que c'est aussi la fin de la nouvelle conférence. Exactement. C'est de l'observation de Dorothée Dorlingham, et on débouche effectivement le problème de l'enfant. Ouais. Qu'au penser chez l'enfant. Bien. Eh bien, nous allons rester là et remercier encore très chaleureusement Daniel Desbouchers.